Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au démodé à distance du wagon. Merci de nous suivre derrière votre écran et merci d'être là avec nous aussi au wagon. J'espère que ce petit entracte vous a fait du bien chez vous. On est ravis de vous retrouver, en tout cas, pour cette deuxième partie de soirée. Vous allez assister au démodé de notre formation en Data Science. Et avant de commencer, j'aimerais que tout le monde souhaite un joyeux anniversaire à Eric, parce que c'est son anniversaire aujourd'hui. Ah, il arrive, il était dehors. on va la refaire, vu qu'il est en train d'arriver, tranquillement, tout doucement. Il est bien. Il arrive et joyeux anniversaire, Eric! Ils vont vous présenter ce soir les 6 super projets qu'ils ont développés en équipe ces 10 derniers jours. Et avant de commencer, un petit mot sur le wagon pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas. Le wagon, qu'est-ce que c'est ? C'est une école de développement web à l'origine qui s'est lancée il y a 7 ans à Paris. On a mis au point 2 formations intensives, une en développement web et une autre en data science, celle qui vous intéresse ce soir d'ailleurs, pour permettre de mieux maîtriser toutes les compétences nécessaires au métier de la data, tout simplement. On est maintenant présent dans 45 villes dans le monde et le wagon, ce n'est pas qu'une expérience pédagogique, c'est aussi une expérience humaine, une grande communauté de 11 000 personnes. Avant d'entrer dans le vif du sujet et de vous dévoiler leur projet, petit retour en arrière pour eux également. Le 5 juillet dernier, 27 pépites ont décidé de se lancer dans une nouvelle aventure au wagon. Pendant un peu plus de 2 mois, ils ont vécu 100% wagon du matin au soir. Je suis sûre que Random Forest a tourné dans leur cerveau pendant des semaines. Et nous, on a été ravis de partager des moments avec eux, de très bons moments autour d'empanadas, de compétitions, de développement web et de data science, ou encore d'afterwork. Mais surtout, on est super fiers de les voir relever eux aussi le défi qui s'était lancé il y a 9 semaines. Et d'ailleurs, je pense que c'est le moment de les applaudir, non ? Je vous propose de démarrer ce démodé parce qu'on a un très beau programme et c'est Bruno, teacher en chef de la formation, qui va présenter les 6 groupes qu'il a suivis ces 9 dernières semaines. Merci Lamia. Bonsoir le batch, je suis très content de vous revoir là. En plus, je vois des anciens. Bravo aux Warriors qui ont passé tout l'été devant leur ordinateur quand même, il faut le préciser. Ce soir, vous allez vraiment nous faire voyager. En fait, vous nous offrez un voyage initiatique dans l'univers du machine learning. Tels des sorciers des temps modernes, vous allez d'abord faire parler des images, faire parler des données structurées ensuite, et enfin du texte. Donc on va voir un petit peu tout le panel du machine learning ensemble. Et en plus, on a eu 2 projets en partenariat avec des entreprises, avec de la vraie donnée, d'ailleurs pas toujours facile à traiter, c'est la vraie vie. Donc je voulais vous dire bravo, vous avez vraiment haut la main relevé le défi, donc bravo à vous. Voilà. Alors on commence notre tour de magie de la soirée, donc avec les images, comme je l'ai dit, plus particulièrement avec les peintures. Le projet est, hallucinant. J'en dirai pas plus, mais je demande un tonnerre d'applaudissements à Alexandre, Pablo, Grégoire et Quentin. Merci. Bonsoir à tous. Écoutez, je suis très heureux ce soir d'initier le premier projet représentant le batch Data Science. Donc, on est une équipe de 4 avec Pablo, Quentin et Grégoire aux commandes. Alors, on va vous parler de Neural Arts, c'est le nom de notre projet. Alors, Neural Arts, qu'est-ce que c'est ? En fait, ça part d'une question au final assez simple. Est-ce qu'aujourd'hui, on serait capable de faire de la prédiction automatique d'un mouvement artistique d'une peinture donnée ? Alors, j'ai mis derrière moi un tableau relativement peu connu, je pense que peu d'entre vous connaissent, donc c'est quand même une tâche assez compliquée. Alors, pour ce faire, on a collecté une base de données via WikiArt. En fait, c'est une collection de à peu près plus de 41 000 peintures couvrant un large spectre de mouvements artistiques. Et nous avons donc classifié en fait, ces 40 000 peintures en 8 mouvements très distincts. Comme vous pouvez le voir derrière moi, on a donc des différents genres artistiques qui couvrent quasiment 500 ans d'histoire
en termes d'histoire de l'art. Alors, c'est une tâche compliquée, malgré que la question soit facile. Alors, comme vous allez pouvoir le constater derrière moi, on a 8 genres qui sont très distincts. Alors, entre la Renaissance, entre du cubisme, entre de l'abstrait, ce sont des éléments très très différents. Le coup de pinceau est différent, les pigments utilisés sont différents, les textures sont différentes. Donc, c'est une tâche assez relevée. Et la question que Quentin va initier, c'est par où commencer? Ok, donc la première solution, c'était en fait, on voulait avoir une approche qui soit très scientifique et humaine sur la prédiction d'un mouvement. Donc la première idée, assez banale, on a 8 classes, on va essayer de trouver, comme ça, au hasard, on tire les dés, on a une chance sur 8. Bon, du coup, on a une accuracy de 12,5%, c'est pas fou. On va essayer d'aller un peu plus loin. En regardant une œuvre d'art, les premières choses qu'on perçoit, c'est forcément des couleurs. Donc on n'a qu'à se dire, on prend pour chaque œuvre d'art la couleur moyenne, et puis on regarde sur chaque œuvre d'art d'un mouvement, et on prédit une couleur moyenne pour un mouvement. Ce modèle qu'on a fait tourner, il nous trouve 18% du temps un bon résultat. Donc soyons un peu plus intelligents, on va un peu plus loin. Une œuvre d'art, ça a quand même plus de couleurs qu'une couleur moyenne. On a en moyenne regardé 5 couleurs dominantes en faisant du clustering sur les œuvres. Et après, on a regardé si on pouvait, sur tous nos mouvements, prendre ce même clustering de 5 couleurs dominantes. Et là, le modèle, il a marché. Il a prédit que c'était la Renaissance pour la Joconde. Mais la performance n'est pas folle. Il marche que 22% du temps. Bon, l'œil humain aussi, ce qu'il est capable de détecter autre que des couleurs, c'est des formes. Et pour ça, sur une image, ce qu'on peut faire, c'est une transformée de Fourier. Ça permet de détecter des contrastes et des formes assez basiques. Et même raisonnement, et cette fois-ci, on a un modèle qui ne prédit pas la Renaissance pour la Joconde, mais qui marche que 25% du temps. Une fois sur 4, c'est mieux que du hasard, mais on espère quand même faire un peu mieux. Ouais. Alors du coup, 25% d'accuracy, c'est quand même pas fou, on va pas se mentir. Du coup, on peut essayer de battre ce score-là, et pour ça, on va utiliser les réseaux de neurones. Du coup, il y a 2 approches possibles. La première, c'est créer nous-mêmes un réseau de neurones from scratch. Et la deuxième, c'est de reprendre un réseau déjà entraîné. La première approche, du coup, qu'on a mis en place, on a créé un monstre avec 33 millions de paramètres qu'on a entraîné du coup exclusivement sur nos images à nous, donc les images de WikiArt, des tableaux. Et à la fin, on arrive à 55% d'accuracy en moyenne, donc ce qui est quasiment un peu plus de 2 fois plus élevé par rapport à la baseline optimale. Donc on était déjà content, c'était vraiment cool. Et on peut essayer de faire encore mieux, et d'après la littérature, il y a une approche qui est meilleure, qui est le transfer learning. On va prendre un modèle qui est déjà entraîné, on va le modifier, on va l'entraîner sur nos données à nous. Donc pour ça, on a pris VGG, qui est un modèle super connu pour la classification d'images, qui est pré-entraîné sur WikiArt, qui est un catalogue gigantesque de plusieurs millions d'images classées dans 1000 catégories. Donc on a chien, chat, forêt, arbre, etc. Donc des choses qui sont quand même assez différentes d'œuvres d'art. Et ensuite, l'idée, c'est qu'on va d'abord geler toutes les couches et tous les paramètres de ce modèle, puis uniquement enlever les dernières couches qui sont celles de classification en fait. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on va remplacer cette couche par une couche qui est custom, qui va être adaptée à notre tâche. Donc nous, on aura 8 sorties possibles qui correspondent en fait aux 8 mouvements qu'on veut prédire. Une fois qu'on a fait ça, on réentraîne du coup sur WikiArt notre modèle. On peut aller encore plus loin, en faisant ce qu'on appelle du fine-tuning, c'est-à-dire qu'on va venir peu à peu dégeler les couches de VGG, et à chaque fois réentraîner le modèle sur nos données, sur nos tableaux. Et donc en faisant ça, on a réussi à augmenter considérablement l'accuracy, et on est arrivé à la conclusion empiriquement qu'en dégelant uniquement la première couche de convolution de VGG, on arrivait à avoir des résultats qui étaient les optimaux. Et donc à la fin, on a 77% d'accuracy en moyenne, ce qui est un step-up assez considérable. Et donc là, concrètement, nos réseaux, qu'est-ce qu'ils font ? Là, si on reprend la Joconde par exemple, ils ne vont pas nous renvoyer une classe, mais une probabilité d'appartenance à une classe. Donc là, pour la Joconde, la classe qui est la prédominante, c'est Renaissance, ce qui est, ça tombe bien, le vrai mouvement artistique de la Joconde, mais on a aussi d'autres mouvements, comme le romantisme ou le réalisme. L'accuracy, 77%, c'est un chiffre qu'il faut nuancer. C'est une accuracy qui est moyenne, mais par contre, en fonction des classes, on va plus ou moins bien prédire. Donc là, il y a des mouvements comme le color field painting qui est très particulier, qui va être très bien prédit. On a 88%
d'accuracy sur ce mouvement-là. Par contre, il y aura d'autres mouvements, comme le réalisme ou le romantisme, qui seront plus compliqués à distinguer. Là, on a un exemple concret à gauche avec 2 tableaux du même peintre qui ont été peints à 4 ans d'écart seulement, avec des techniques qui sont similaires, mais qui sont, par les historiens de l'art, classés dans 2 mouvements différents, romantisme et réalisme. Et nous notre modèle, il classifie les 2 dans romantisme. Du coup, il y a quand même des limites à ce qu'on a fait. Alors l'idée maintenant, ça va être d'aller un cran plus loin et d'essayer de comprendre sur la base de quelle information notre réseau de neurones a été capable de faire la différence entre les différents mouvements artistiques, c'est-à-dire quelle a été l'information qui a été captée par les filtres à l'intérieur de notre réseau. Alors pour répondre à cette question, on peut avoir une idée assez simple qui est de se dire, pour un filtre donné, quelle est l'image qui excite le plus ce filtre? Ça, c'est un problème d'optimisation qu'on peut résoudre en utilisant une méthode qui s'appelle la remontée de gradient. Et l'idée, ça va être d'injecter du bruit à l'entrée de notre réseau, de se positionner à un filtre à l'intérieur de notre réseau et de manière itérative, de venir reconstruire l'image qui maximise l'activation à la sortie de ce filtre. Alors on va venir appliquer du coup cette méthode sur nos réseaux en faisant bien attention à choisir le réseau de neurones qu'on a entraîné uniquement sur les tableaux, pas le réseau de neurones en transfer learning. Et on va venir du coup visualiser la sortie de nos filtres à différents endroits de nos réseaux. Alors on voit du coup que pour la première couche, l'information qui est captée par nos filtres, c'est avant tout une information qui est relative à la couleur. Plus on descend dans les couches du réseau, plus on va voir que le réseau va commencer du coup à obtenir une information qui va être liée à la texture du tableau et qui va nous indiquer du coup différentes directions, orientations à l'intérieur du tableau. Et plus on descend dans les couches basses du réseau, plus on va voir que le réseau, les filtres vont venir capter des patterns de plus en plus complexes. Alors là, du coup, on s'est placé à un filtre sur le réseau, mais on peut aller plus loin. On peut prendre la totalité du réseau et venir recréer l'image qui maximise l'activation en sortie pour la dernière couche pour une classe donnée. Et ça va nous donner l'image caractéristique d'un mouvement artistique au sens de notre réseau de neurones. Ici, du coup, vous avez 5 images qui correspondent à 5 mouvements: Renaissance, romantisme, impressionnisme, cubisme et abstrait. Alors, ce n'est pas évident de venir interpréter ces images, mais on peut voir quand même certains patterns se dessiner. On voit par exemple que pour les cubismes, on va avoir du coup des patterns très structurés avec des formes très dessinées, contrairement à l'impressionnisme où là, on va avoir des patterns beaucoup plus déstructurés avec des formes beaucoup plus étalées. On voit que pour certains mouvements, on a des patterns très singuliers qu'on retrouve nulle part ailleurs, par exemple pour le mouvement abstrait, alors que pour d'autres mouvements, comme Renaissance et romantisme, on voit des patterns qui semblent être partagés par les 2 genres. Alors on peut aller plus loin et on peut essayer de se poser la question, est-ce qu'on est capable de retrouver ces patterns dans les images des tableaux? Alors c'est un peu de l'interprétation, mais on pourrait se dire que par exemple les petits points jaunes qui apparaissent sur Renaissance, ça peut faire écho aux petites têtes qu'on retrouve sur beaucoup de tableaux de cette période, ou encore que les formes très figées, très dessinées de l'image cubisme, ça fait écho à la peinture cubiste et à la manière dont elle est faite. Alors on peut faire du coup une dernière vérification, vérifier que notre réseau est capable de bien reclasser ces images et en même temps, et facilement du coup on vérifie que notre réseau reclassifie ces images facilement en leur donnant une probabilité d'appartenance à la classe qui est maximale pour la classe qu'ils sont censés représenter. Alors, merci. Alors, avant de passer à une démo live, on voulait d'abord faire un immense remerciement à l'ensemble du corps professoral. Alors, oui, comme vous pouvez constater, on est à la fois apprenti data scientist et aussi apprenti artiste peintre. Donc, on s'est permis de revisiter la Seine, un tableau iconique de la Renaissance, avec certains teachers et certains des outils avec lesquels on a bien travaillé au cours des 2 derniers mois. Donc, voilà, un grand merci à eux. Avant tout, si vous voulez tester, on a l'app est live, donc c'est neural-art.com. Vous pouvez faire directement des prédictions avec n'importe quel tableau. Vous pouvez aussi triper, prendre en photo vos potes, et ça vous dira si votre pote est potentiellement du cubisme ou de l'abstrait. Parce que c'est un peu la beauté de ce qu'on fait, c'est qu'on est capable de vous faire des prédictions sur des éléments qu'ils n'ont absolument jamais vus. Donc voilà. Alors sans plus tarder, on va passer sur la petite démonstration. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre cette image qui est du coup un mix de Renaissance avec des éléments photoréalistes, et on va essayer de faire une prédiction là-dessus et voir ce que ça nous donne. On espère que ça marche à peu près. Donc, une fois que vous avez uploadé l'image, on va avoir a priori plusieurs classes qui vont être prédites. Ok, super, ça marche. Donc, vous voyez ici, on a 3 art styles qui sont prédits. Le premier, c'est Renaissance à 80%, ce qui est plutôt rassurant puisque c'est bien un tableau de la Renaissance. Vous voyez que d'autres éléments vont entrer en jeu, comme réalisme et romantisme, qui vont être peut-être des éléments détectés par rapport aux photos réalistes que nous avons injectées.
Donc voilà, écoutez, je pense que c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Voilà, je voulais remercier encore une fois tout le monde et puis à tout à l'heure pour la soirée. Merci. Ouais, et pour ceux qui ont des NFT à revendre ou à acheter, je pense que vous pouvez leur parler, ils ont des plans pour vous. On peut générer pas mal d'images. Blague à part, on continue dans le domaine justement des images. Je vous ai dit qu'on faisait un petit voyage ce soir ensemble. Mais là, on va poser une question un petit peu différente. Selon vous, est-ce que l'intelligence artificielle mérite son nom? Alors, il y en a qui vont dire oui, non, c'est pas de l'intelligence, etc. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'à défaut d'être peut-être intelligente ou pas, on peut arriver à créer des algorithmes qui sont créatifs. En plus, la technologie qu'ils ont développée dans ce groupe, c'est une première au wagon. Donc je voudrais qu'on les applaudisse très fort. J'appelle Alexandre, Colin, Oumnia et Hamza pour le projet Élégante Façade. Bonsoir à tous. Du coup, le projet qu'on va vous présenter ce soir, l'idée initiale, c'était en fait de trouver un algorithme qui nous permettrait, à partir d'un dessin de façade de bâtiment réalisé sous pen, donc de façon assez grossière, d'arriver à du coup le transformer en une image réaliste de bâtiment, donc passer de la gauche à la droite comme on voit ici. Du coup, qui dit modèle à entraîner, dit données pour s'entraîner. L'idée initiale, en fait, est venue de chercheurs qui ont fait ce travail il y a quelques années, donc on a pu récupérer leur base de données existante. Donc on avait 600 couples d'images Paint et de photos réalistes de bâtiments. Du coup, on a pu commencer à réfléchir un peu à quel modèle utiliser pour générer ces images. Le premier modèle qu'on a utilisé, c'est un peu le modèle, disons, basique. C'est de donner à un réseau de neurones une image Paint en entrée, et ensuite, au travers de différentes couches successives, on va venir appliquer tout un tas de transformations à cette image pour, à la fin, sortir une autre image qui doit essayer le plus possible de ressembler à l'objectif qu'on s'était fixé. Comme vous pouvez le voir ici, ça ne marche pas très très bien. La principale raison à ça, c'est qu'en fait, vu qu'on essaie de créer une image qui est assez complexe, on a besoin de beaucoup de couches de neurones. Du coup, le chemin parcouru est quand même super long, et arrivé à la fin, le modèle a quasiment complètement oublié l'image Paint initiale. Du coup, il nous sort un truc un peu aléatoire, quoi. Du coup, on a étudié un autre modèle qui s'appelle UNET. Donc l'idée est un peu la même, sauf que au fur et à mesure qu'il avance, il se souvient quand même d'où il venait, c'est bien dit. Et du coup, à la dernière couche, juste avant de générer l'image, en fait, il a toute la donnée parcourue jusqu'alors, plus il reprend la première transformation qu'il a faite de l'image Paint. Donc du coup, dès le départ, en fait, il nous sort une image qui est beaucoup plus proche de l'image Paint que l'ancien modèle. Donc on le voit là, en fait, dès le début, on retrouve assez bien les principales formes, on va dire, de l'image sous Paint. Alors pour autant, le travail n'était pas complètement terminé, parce qu'on peut remarquer que l'image est très floue, manque de beaucoup de détails, et c'est en partie lié en fait à ce qu'essaie d'améliorer le modèle, puisqu'en fait le modèle est récompensé quand il vient améliorer pixel par pixel la distance entre les images, ce qui fait que ça donne une espèce de moyenne un peu floue, et on a dû du coup passer à un autre type de modèle que va vous présenter Colin. Merci. Donc nous, on va vous parler de GAN. Le principe du GAN, c'est de reprendre le générateur qu'on avait décrit jusqu'à maintenant et de lui ajouter un autre algorithme, toujours basé sur un réseau de neurones, qu'on appelle discriminateur. Le discriminateur, à l'inverse du générateur, il va prendre des images en entrée, des images réalistes, celles qui ont été prises des bâtiments, et des images générées par notre générateur, et de leur donner une étiquette. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est fausse? Ça va permettre aux deux algorithmes de s'entraîner en même temps, parce que lorsque le générateur va générer une image, il va essayer le plus possible de tromper le discriminateur, qui, en retour, va essayer de pénaliser les plus mauvaises images du générateur. Le jeu entre les deux algorithmes, il peut être très instable. Et c'est pour ça que les GAN sont un peu difficiles à converger. Mais on peut améliorer les résultats avec l'ajout d'un patch GAN sur le discriminateur, qui, au lieu de retourner l'étiquette vraie ou fausse pour les images qu'il voit en entrée, va séparer l'image en entrée en plein de petites parties de même taille de l'image d'entrée et dire pour chacune de ces parties, est-ce que je lui mets une étiquette vraie ou faux? Pourquoi ça va permettre d'améliorer notre modèle? Parce qu'en fait, le générateur, il va maintenant être capable de savoir où dans l'image il a manqué de réaliste. Et ça va permettre du coup de mieux améliorer notre générateur, en particulier sur les contours où il avait du mal à saisir le réalisme.
Donc, on va vous montrer en quelques exemples l'apprentissage d'un GAN. Donc, au début, on commence à avoir la même forme que pour le générateur. Et puis, lorsque le GAN se met en place, on a justement ce cycle de discriminateur-générateur qui nous permet d'obtenir des images de plus en plus réalistes. Les courbes de droite, je ne vais pas rentrer en détail parce qu'on pourrait y passer pas mal de temps là-dessus, mais elles nous permettent de visualiser les performances de notre modèle et de savoir quand est-ce qu'on a un modèle qui tient la route ou pas. Parce que comme tout modèle de deep learning, il y a beaucoup d'hyperparamètres à régler pour obtenir de très bons résultats. Lorsqu'on a fini notre entraînement, on se retrouve du coup avec un modèle entraîné et prêt à générer plein d'images comme celle présente dans cette mosaïque. Il faut voir que notre modèle a été entraîné sur des images de train. Toutes les images qui sont ici, les images Paint, sont tirées d'un ensemble d'images test dont l'algorithme n'a jamais vu. Donc toutes les façades que vous voyez là sont générées uniquement par l'algorithme, sans visualisation des façades réalistes. Donc on peut voir qu'elles se ressemblent toutes un petit peu. Il a du mal à saisir la couleur, mais on obtient déjà des résultats qui sont assez bluffants. Et alors, pour vous montrer qu'on n'a pas triché, on va pouvoir faire une petite démo en live. Non, c'est une petite démo en live. Avec des images, des croquis qu'on va télécharger sur une application, reliés à une API qui contient un modèle déjà entraîné qui va nous permettre de générer des images. Donc, la première image, qui n'est pas celle du batch précédent, enfin de la présentation présente, c'est une image de test, juste pour vous montrer qu'on obtient des résultats similaires à celles qu'on avait dans la mosaïque. Donc, c'est un algorithme. Il prend du temps à calculer les images générées parce qu'il y a beaucoup de paramètres. Et on obtient une image qui est quand même assez flagrante, enfin surprenante en termes de réalisme. On pourrait pousser plus loin dans les détails, mais les résultats qu'on a ici sont déjà très, très intéressants. Donc là, c'est une deuxième image pour vous montrer qu'il est aussi capable de capturer certains détails aux alentours qui sont difficiles à voir sur l'image de Paint, c'est-à-dire le fait qu'il y ait un toit en haut d'une maison et même du ciel parfois. Une fois qu'on a commencé à jouer avec ces exemples un peu simples, on peut passer à d'autres images. Donc celle-là, on l'a dessinée. Elle n'est pas présente dans l'image de test et je vais essayer de vous demander à quoi pourrait ressembler cette façade. Alors, un indice, vous êtes tous passés devant cette façade en entrant dans cette salle. Donc effectivement, c'est la façade de Godley que vous pourrez voir en dehors. Vous pouvez même voir les petites plantes en bas à gauche qui sont bien présentes en vrai. Alors, une fois qu'on a fait ça, on peut s'amuser à voir qu'est-ce qui se passe lorsqu'on donne des bâtiments qui n'ont pas vraiment de vraisemblance. Le rouge ici présent, c'est censé représenter une porte. Qu'est-ce qu'on fait si on remplace un mur par une porte? Eh bien, on obtient des bâtiments qui sont différents dans leur style, mais qui donnent toujours l'impression d'avoir été construits comme des bâtiments. Et on peut enfin finir par des formes plus ou moins variées, parce que jusqu'à maintenant, tous les paints étaient faits de rectangles. Qu'est-ce qui se passe si, par exemple, on met des cœurs à la place de rectangles? Et ben, c'est là que l'algorithme il est quand même assez surprenant parce qu'il arrive à nous générer des portes en forme de cœur. Si on a le temps, mais le dernier, il nous reste une dernière image qui va, surtout une private joke avec beaucoup de nos collègues qui ont travaillé sur Colab. Si vous reconnaissez ce petit chat que vous pouvez activer dans le mode de Google Colab, et ben, il arrive aussi à nous générer des trucs un peu plus compliqués. Voilà, merci. Bravo, bravo, c'était vraiment, vraiment original et super, super nouveau pour nous et même pour les profs au wagon. Donc on a hâte de voir ce que va nous ramener les prochaines années de Batch Data Science au wagon. Alors, on a fini avec les images ce soir. On va revenir un petit peu plus terre à terre. C'est peut-être moins sexy que la génération d'images et des chats, mais au moins ça fait tourner l'économie réelle. Le machine learning est en effet un excellent moyen, outil pour aider les entreprises dans leur quotidien. Le projet qui suit s'est fait en partenariat avec des restaurants parisiens. J'en dis pas plus, mais j'appelle sur scène Tom, Eric et Guillaume. Merci à eux. Bonjour. Hello tout le monde, je suis ravi d'être ici. Donc Predico, c'est quoi? C'est 4 camarades du wagon qui avaient envie de donner un peu un aspect tech à une industrie qui ne l'est pas forcément aujourd'hui. Donc on s'est intéressé à la restauration. Ce projet il vient en collaboration avec 2 restaurants parisiens qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, donc des quartiers différents, des dispositions différentes de salles.
Et en fait, on a bénéficié de leur expérience donc en termes de data. On a récupéré toutes leurs données historiques, mais aussi on a bénéficié de leur savoir-faire métier. Après avoir discuté avec eux, il y a une problématique qui revenait. C'était la suivante. En fait, un restaurant, il se demande constamment de combien d'employés il a besoin pour faire tourner la boutique. En fait, c'est quelque chose qu'ils anticipent constamment, mais on voulait, avec ce qu'on a appris au wagon, leur donner une réponse de machine learning plus pertinente. Pour ce faire, on va essayer d'anticiper 2 choses. On va prédire pour les 7 prochains jours, service par service, le nombre de couverts et le chiffre d'affaires. Donc voilà. Comment on va procéder, avec quelle data? La première data, en fait, il y a un peu 2 parties dans la data. La première, on va avoir la donnée restaurant. Donc on va avoir en live et de manière historique toutes les ventes des restaurants. On a aussi la réservation, donc tout ce qui s'est passé, le nombre de couverts par table sur les derniers services chaque jour. Et en fait, à tout ça, on va agréger des données externes. Aujourd'hui, il faisait très beau, je pense qu'on est assez nombreux à avoir mangé en terrasse. Donc en fait, c'est grâce à ça qu'on va essayer d'anticiper encore plus ce qui se passe jour le jour pour un restaurant. Donc on a agrégé des données météo, mais aussi des événements, notamment est-ce qu'il y a un match de l'équipe de France? Est-ce qu'il y a une grève? Est-ce que c'est la Fashion Week? Toutes ces choses-là, mine de rien, ont un petit impact, mais quand on les agrège, ça peut être intéressant pour un restaurant. Donc, qui dit beaucoup de données, dit beaucoup de feature engineering. En fait, on a dû faire parler la donnée. C'est vrai que quand on a l'historique des ventes, il faut savoir, par exemple, retranscrire la périodicité d'un service. Un mardi midi ne ressemble pas à un samedi soir, tout le monde en est certain. En revanche, on devait le faire comprendre à notre machine et à notre modèle, donc ça nécessitait beaucoup de travail, ça a été une grosse partie de notre projet. Et donc là, en fait, ce que vous avez devant vous, c'est les features les plus importantes pour le fonctionnement de notre modèle. En fait, si on note ces features les mieux classées à notre modèle, on aura beaucoup plus d'erreurs. Donc on voit que la périodicité est très importante, mais s'immisce déjà la météo, ou alors des événements comme les vacances scolaires ou la Fashion Week. Donc ça, c'était une partie prenante du projet. Ensuite, le modèle. Donc vis-à-vis de notre dataset, on s'est dit et on a retenu un modèle XGBoost pour travailler. En fait, c'est quoi? C'est donc une multitude d'arbres de régression dont la réponse unique vient s'agréger et former une prédiction. Donc voilà, c'est se rencontrer par rapport à toutes les features de notre dataset pour arriver à une prédiction. Donc, on a fait un projet en collaboration avec une entreprise, donc à qui il s'adresse? Il s'adresse aux restaurateurs. Notre dashboard, c'est vraiment une interface cliente pour... alors, il faudrait que tu le mettes en dark mode. Voilà. En fait, on s'est dit, le restaurateur, comment est-ce qu'il peut avoir de manière simple et handy toutes ces prédictions en live? Donc là, vous voyez, on choisit le restaurant 1 ou 2, Guillaume va pouvoir nous le montrer. Ça s'adapte en live. On a un tableau qui se met à jour chaque matin avec les chiffres de la veille. Donc tout est automatisé, ça fonctionne assez bien. On peut exporter le tableau. Ensuite, on a des graphiques pour mieux comprendre ce qui se passe. Et donc, je parlais du beau temps qui revient heureusement à Paris. Et si on active le chiffre d'affaires, on va se rendre compte que la semaine prochaine, on annonce une très belle météo à Paris. Et donc, on verra que, par exemple, le mardi, en J+4, serait une très belle journée pour le resto sur lequel on travaille. Donc voilà, ça c'est vraiment pour le client qui puisse comprendre via notre travail comment ça fonctionne et comment on arrive à aboutir à nos prédictions. Donc, ensuite on va parler de performance. Hop. Voilà, donc pour évaluer la performance, on a réfléchi à une baseline. En fait, comment le restaurateur, il anticipe chaque jour son nombre de couverts, son nombre de clients. Pour avoir parlé avec eux, ce qu'ils ont décidé et qu'ils nous ont dit, c'est qu'ils vont prendre chaque jour à part, chaque service à part, et qu'ils vont construire une moyenne du nombre de couverts ou du chiffre d'affaires qu'ils ont pu expérimenter depuis ces dernières années. Donc en fait, ce score, on va prendre le premier restaurant et le nombre de couverts, il induit quand même un pourcentage d'erreur de presque 22%. C'est quand même assez important. Notre modèle, en fait, on arrive à diminuer cette marge d'erreur de 35%, et on atteint 13,9%. C'est quelque chose qui est assez cool parce que notre modèle fonctionne. Vous voyez bien qu'on a réussi à battre le baseline score à chaque fois. Et donc voilà, c'est une satisfaction assez importante pour nous. Donc enfin, voilà, je voulais remercier mes camarades. Donc on a Guillaume aux manettes, Pierre là-bas et Eric, donc c'est l'anniversaire encore une fois. Et donc, vu qu'on travaille avec un restaurant, et donc le projet, je pense qu'on va le continuer.
Donc c'est assez cool parce qu'on sent qu'on en a encore beaucoup sous le pied. On peut pousser le modèle en termes de performance ou de précision. Mais aussi, en fait, il y a un aspect qui est cool. Tout au début du projet, je vous ai parlé de salariés dans un restaurant et ensuite je vous parle de prédiction de couverts. Ce n'est pas la même chose. En fait, pour l'instant, c'est qu'on laisse l'interprétation aux restaurateurs. Et nous, de manière verticale, la prochaine étape, ça serait de les aider dans cette démarche. Et pourquoi pas aller jusqu'à générer des plannings selon nos prédictions pour les semaines à venir. Donc voilà, merci beaucoup. Ok. Bon, on reste dans le domaine du biz, mais cette fois, on va parler gros sous. Si je vous dis Mbappé, Messi, PSG, ça fait... Bon, vous savez de quoi je parle. Un peu de scandale, ça fait jamais de mal. On a un super projet assez fun, mené par Victor, Thibaut, Pierre et Rafik. Ça s'appelle Soccer Trade. À vous de jouer. Bonsoir à tous, très content de vous présenter donc le projet Soccer Trade et comme évoqué, on va parler des choses essentielles, du foot et de l'argent. Donc on est parti d'une problématique qui est apparue cette année. L'industrie du foot est en crise. Elle est en crise car la dette des clubs ont explosé ces dernières années et notamment au FC Barcelone où le président a notamment signifié que c'était très probablement dû à une survalorisation des joueurs de foot lors de leur achat. Il y a eu énormément de presse sur ce sujet. Et donc, notre groupe, on s'est donné comme objectif deux choses. Un, d'être capable de déterminer la valeur d'un joueur en se basant uniquement sur ses performances sportives. Et deux, d'être capable, à partir de là, de déterminer si le joueur a été sur- ou sous-valorisé au moment de son transfert. Pour cet objectif, on s'est donc basé sur principalement deux bases de données. La première base de données, c'est la base de données du jeu FIFA qui répertorie plus de 100 critères personnels par joueur sur toutes les saisons depuis des dizaines d'années. La deuxième base de données qu'on a agrégée avec cette première base de données, c'est la base de données de Football Dataset qui là répertorie tous les faits de match des différents clubs pour aussi des dizaines d'années. Sur ces deux bases de données-là, on a beaucoup travaillé sur différentes features à rajouter pour entraîner notre modèle. On a mis 3 exemples ici qui ont été finalement les plus impactants dans les prédictions de notre modèle. On a par exemple travaillé sur la durée du contrat restant qui semble très impactante sur la valorisation du joueur, le potentiel estimé du joueur ou simplement regrouper des données similaires. Par exemple, on a regroupé toutes les données qui sont caractéristiques des attaquants ou des défenseurs. À partir de ces bases de données-là, on a donc essayé de prédire la valeur du joueur. Pour entraîner notre modèle, on s'est basé sur la base de données de Transfermarkt qui, cette fois-ci, répertorie toutes les valeurs des transferts des joueurs depuis 2015. À partir de là, donc, on a travaillé sur un modèle dont la principale problématique était que les valorisations des joueurs sont très très éloignées les unes des autres. On a une grande majorité des joueurs qui sont valorisés autour de 1 à 10 millions d'euros. En revanche, on en a un certain nombre qui dépassent les centaines de millions d'euros et donc qui impactent très fortement les prédictions de notre modèle. Pour pallier à ça, on a décidé de travailler en 2 étapes notre modèle. Une première étape qui va classifier et qui va regrouper les différentes prédictions, cette fois-ci en ordre de grandeur. C'est-à-dire qu'on allait prédire si un joueur était plutôt valorisé entre 100 000 et 1 million d'euros, 1 million et 10 millions d'euros, et le classer comme ça dans ce qu'on appelle des buckets. À partir de ce classement-là, qui était donc la première partie de notre modèle, on a créé différents modèles sur les différents buckets pour affiner cette prédiction. Donc on a créé 4 modèles différents, basés comme le groupe précédent sur XGBoost, pour affiner les prédictions de valorisation de ces joueurs et nous donner un résultat qui soit proche de la réalité. On a eu des résultats qui étaient donc relativement satisfaisants.
On s'est fixé, donc vous voyez ici en fait le pourcentage d'erreur entre notre prédiction et la valeur réelle du transfert. En rouge, vous voyez la baseline qui avait en moyenne 34% d'erreur entre sa prédiction et la valeur réelle. Pour la baseline, on s'était basé sur les critères principaux qui sont utilisés selon les clubs pour valoriser leurs joueurs, c'est-à-dire la notoriété du joueur, le classement du club dans la ligue, le potentiel du joueur, et c'est à peu près tout. À partir de là, nous, notre modèle, en fonction des différentes buckets, a une performance qui va de 24% à 7% seulement d'erreur entre la prédiction et la valeur réelle du joueur. On va donc maintenant vous montrer donc le résultat de nos prédictions. Pour rester dans le thème du FC Barcelone, par exemple, si on prend le joueur Dembélé, donc joueur du FC Barcelone, vous avez donc ici très rapide fiche d'identité du joueur, et vous avez surtout le montant de son dernier transfert et le montant de notre prédiction basé simplement sur ses performances sportives. On voit ici que les deux valeurs sont très proches et donc on peut interpréter d'après notre modèle que sa valeur de transfert était en accord avec ses résultats sportifs et donc que ça a été un transfert profitable pour le FC Barcelone. On a mis ensuite un ensemble de statistiques qui ont été finalement les statistiques les plus impactantes dans les prédictions de notre modèle. Et vous avez par exemple, pour n'en prendre qu'un, l'évolution de ces notes de FIFA, où on voit effectivement qu'en 2017, au moment du transfert, ces notes ont explosé, ces performances ont explosé, ce qui aurait pu justifier une telle valorisation. Vous avez après un ensemble de statistiques que vous pouvez aller voir si vous allez sur notre application. Maintenant, si on prend un autre exemple, par exemple Antoine Griezmann. Là, dans ce cas, on se rend compte que notre prédiction est très éloignée de la valeur du transfert au moment du transfert. Si on se basait simplement sur ses performances sportives, on aurait eu une valorisation, selon notre modèle, qui aurait été autour de 77 millions. Or, il a été transféré pour près de 120 millions d'euros. Notre modèle estime donc que ce joueur a été survalorisé au moment de son transfert. Alors après, il y a évidemment plein de critères qu'on ne prend pas en compte, comme les critères marketing, le fait qu'il ait gagné la Coupe du Monde juste avant, etc. En revanche, en se basant sur ces critères simplement sportifs, il aurait été survalorisé. Et ça fait écho à ce qui s'est passé la semaine dernière, où il a été finalement retransféré dans son ancien club en étant qualifié de plus grand flop de transfert du FC Barcelone. Donc voilà à peu près tout ce qu'on a fait sur ce sujet-là. Je tenais vraiment à remercier tout le wagon pour leur aide, évidemment mon groupe qui a travaillé avec moi d'arrache-pied sur ce projet, et tout le batch qui a été non seulement d'un soutien indéfectible pendant ces plus de 2 mois, mais maintenant une grande bande d'amis. Donc merci à tous. Bravo, bravo. Super intéressant. Et j'en ai appris beaucoup sur le foot. Je suis plutôt tennis, moi. Bon, chacun son truc. 3e acte. Je vous avais promis un voyage initiatique en 3 actes. On a vu les images, on a vu les données, ce qu'on appelle structurées. Là, on va parler du langage. Donc, en machine learning, ça s'appelle le Natural Language Processing. La question que la prochaine équipe s'est posée est la suivante. Est-ce qu'un algorithme peut reconnaître l'auteur d'un livre simplement en lisant quelques paragraphes de ce livre? Ce n'est pas évident. Et on va essayer de vous expliquer pourquoi. Réponse en personne avec Cyrielle, Jérôme, Lilou et Yacine. Hop là. Bonjour à tous. Alors, l'idée de ce projet est venue d'un fait divers. 1975, Romain Gary remporte pour la 2e fois le prix Goncourt. C'est la première fois de toute l'histoire du prix que cela arrive. Il y a une très bonne raison pour ça, c'est interdit. Tu n'as pas le droit de gagner 2 fois le prix Goncourt, c'est dans les règles.
À l'époque, personne ne s'est rendu compte de la supercherie. Il a fallu attendre 1980, la mort de Romain Gary, pour découvrir le pot aux roses. Pardon. Ça nous amenait à nous questionner, là où l'homme a échoué, d'ailleurs 10 hommes, les membres du jury, est-ce qu'une machine peut reconnaître le style d'un auteur ? Et donc on a décidé de construire un modèle de classification qui, si on lui donne un texte, reconnaît un auteur. Donc, la construction de notre base de données est très simple. 73 livres découpés en morceaux de 20 auteurs français répartis sur 70 ans de littérature française. C'est important, ces 70 ans, parce qu'on voulait être sûr de capter l'évolution d'un auteur au fil des années. Simone de Beauvoir à 20 ans, c'est pas Simone de Beauvoir à 60 ans. On a une baseline très simple, on a 20 auteurs. Le hasard ferait que on devine l'auteur, on a 50 chances. Après cette baseline, on a décidé de construire un modèle de machine learning très simple, déjà pour essayer de voir si finalement une machine est capable de percevoir la complexité du style d'un auteur. En faisant ça, on lui a donné des caractéristiques, le nombre de mots par phrase, le nombre de phrases par paragraphe, les virgules, la présence de chiffres, de noms, etc. Et avec cette construction, on arrive à 23%. Donc déjà, bonne nouvelle, on arrive à capter quelque chose. Après ça, on est passé au deep learning. Merci. Le deep learning, on s'est rendu compte qu'on pouvait vraiment améliorer nos performances de 3 façons. La première, en équilibrant notre base de données. La deuxième, en choisissant notre modèle. Et enfin, en choisissant le bon embedding. Les mots « choisir » sont vraiment importants ici parce que il y a beaucoup de choses qui sont préexistantes et sur lesquelles on peut s'appuyer. Alors, l'embedding, c'est quoi ? L'embedding, c'est une manière c'est vectoriser un mot. Finalement, c'est un modèle dans le modèle. C'est ce qui permet de donner des mots parlés, écrits, à une machine. Et finalement, plus le vecteur est long, plus on arrive à capter la richesse de notre mot. Donc, par exemple, dans notre premier modèle personnalisé, nos vecteurs, ils avaient une longueur de 300, ce qui est déjà pas mal. Surtout qu'on avait entraîné notre modèle d'embedding sur notre base de données, donc extrêmement spécialisé, totalement fait pour notre tâche. Mais finalement, on se rend compte que 44%, même si c'est une fois sur 2, on peut aller plus loin. Et donc, on est allé chercher un embedding et un modèle spécialisé dans la reconnaissance de texte. Et donc, ce modèle, c'est BERT, enfin, plus particulièrement la version française qui est Camembert. Voilà. Et donc, ce qui est particulier avec Camembert, enfin avec BERT, c'est que l'embedding, il le fait en 3 couches. Une première couche où il va prendre un mot, il va le transformer en vecteur. Après, il va prendre une phrase, il va la transformer en vecteur. Et ensuite, il va prendre la position de chaque mot ou de chaque phrase, il va encore transformer en vecteur. Donc, on a beaucoup d'informations sur du texte. Et une fois qu'on prend cet embedding, on l'associe au modèle BERT, et là, on a 110 millions de paramètres qui travaillent pour nous. Et juste pour vous donner un ordre de grandeur, le premier modèle, moi j'ai mis 12 heures pour le faire tourner quand même sur notre base de données, ce premier modèle, c'était 200 000 paramètres. Et donc là, on a 110 millions de paramètres qui travaillent pour nous. Et c'est comme ça qu'on arrive finalement à 80% de probabilité de reconnaissance. Et Lilou va vous montrer ce que c'est 80% de probabilité. Merci Cyrielle pour cette présentation. Donc maintenant, on va passer à la partie démo de cette présentation. Donc pour rappeler un peu la problématique... Pardon, j'étais pas dans le micro. Pour rappeler un peu la problématique de ce projet était, est-ce qu'une intelligence artificielle pourrait reconnaître un auteur en fonction d'un extrait, d'un paragraphe de livre. Donc là, on va l'appliquer à Romain Gary et Émile Ajar. Donc il faut bien comprendre que Romain Gary et Émile Ajar, bien que ça soit la même personne, ont 2 styles d'écriture complètement différents, avec plus de 20 ans
qui les sépare entre les deux. Donc pour tester tout ça, on va choisir un extrait du livre La vie devant soi d'Émile Ajar, pour lequel il a gagné le prix Goncourt en 1975. Donc je vais demander à quelqu'un, le monsieur Aubéré, de choisir une page, s'il te plaît. Page 56, Yacine, si tu peux nous faire un petit copier-coller. Donc il faut bien savoir également que notre modèle n'a en aucun cas vu un extrait d'Émile Ajar lors de son entraînement, donc c'est vraiment tout nouveau pour lui. Et il faut également se rappeler qu'on a 80% de réussite, donc on a quand même une chance sur 5 de se tromper, mais bon, normalement ça devrait le faire. Donc on enlève le dernier bout parce que sinon on lui donne la réponse. Et donc, roulement de tambour. Ah ben non, ok. Ok, roulement de tambour. Ok. Bon, bah on est tombé sur la chance sur 5. Ça fait plaisir, donc on va prendre la page d'après. Ah oui. Et du coup, juste petite précision, sur le petit graphe, on peut voir en fait, du coup, le modèle est sûr à 48% que l'extrait vient de Jean Giono. Mais on peut voir du coup que Romain Gary arrive bien en deuxième avec une probabilité assez faible, enfin un peu moins faible, mais quand même assez conséquente. Donc on va essayer la page suivante. Ok, roulement de tambour. Ok, voilà. Donc on obtient bien Romain Gary avec 80% de sûreté. Donc on peut imaginer les possibles utilisations d'un tel modèle, par exemple pour la recommandation de livres à partir du style d'un auteur, ou carrément empêcher le plagiat ou l'utilisation de pseudonymes pour les prix Goncourt. Parce que oui, si à l'époque, en 1975, les jurés du Goncourt avaient un tel modèle sous la main, et ben Romain Gary aurait qu'un seul prix à son palmarès et non pas deux. Et voilà, c'est tout pour nous. Merci beaucoup. C'est encore mieux quand ça foire du premier coup. C'est honnête. Est-ce que vous êtes chaud pour le dernier projet ce soir? Allez, s'il vous plaît. Cool. Bah, on est super content de conclure ce démodé par une collaboration, quand même, il faut le dire, entre une start-up créée par des anciens du wagon Bootcamp Web avec des élèves du Bootcamp Data. Donc c'est quand même assez remarquable, c'est la première fois qu'on fait ça. On va parler, toujours dans le thème du Natural Language Processing, on va parler marketing digital, réseaux sociaux, influencers. Je ne vous en dis pas plus. Un tonnerre d'applaudissements pour Léonard, Édouard, David et Raphaël. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc la particularité de ce projet, c'est que ça a été fait en collaboration avec vous, du coup, donc une agence de marketing digital fondée par des anciens du wagon. Et donc du coup, avant de commencer la présentation du projet, je voulais vous dire merci. Donc merci Thomas, merci Alain, d'avoir pris le temps déjà d'avoir soumis un projet pour nous donner une problématique réelle avec laquelle travailler et aussi d'avoir répondu à toutes nos questions quand même cette dernière semaine parce que ça nous a pas mal aidé pour justement affiner notre approche et arriver à des résultats, ce qui est pas mal quand même. Donc, quelle était notre mission dans ce projet? C'était d'arriver à faire du profilage d'influenceurs. Donc, à partir d'un set de publications Instagram, arriver à extraire de l'information qu'on a, donc des images, du texte, pour arriver à prédire des intérêts. Donc, les intérêts des influenceurs. Donc, ce qu'on a fait, c'est prendre ces publications. Là, par exemple, fan de ma jolie jupe 13 coquelicots qui met des couleurs et du soleil dans ma vie. Prendre plein de publications de cette Instagrammeuse, aller voir les captions, aller voir les hashtags, et ensuite faire tourner notre algo pour prédire quels sont les intérêts de cette influenceuse. Donc, on veut que notre algorithme puisse dire cette influenceuse est lifestyle, fashion, cosmétique.
Donc voilà, donc, peut-être quelques commentaires de cadrage pour le projet. Donc c'est un problème de machine learning supervisé, c'est-à-dire que les intérêts qui sont définis ici, les différents labels, sont existants. Donc ils existent dans la base de données de Woo, donc dans la base de données à laquelle on avait accès. Et l'idée, c'était vraiment de se dire, sachant qu'on a les publications de 7 Instagrammeurs, être sûr de donner ces intérêts particuliers. Le deuxième commentaire que j'ai à faire, c'est que c'est un problème de classification multilabel. Et c'est quelque chose d'un peu compliqué quand même. Parce que l'idée, c'est qu'à chaque influenceur, on peut associer plusieurs intérêts. Donc on n'est jamais vraiment sûr du nombre d'intérêts qu'on va lui donner. Et c'est un peu la problématique qu'on a. Parce que les prédire, c'est pas si simple que ça. Et enfin, donc la base de données auquel on avait accès, 850 000 posts, ça fait beaucoup de posts, 56 000 influenceurs, ce qui nous laisse quand même beaucoup de matière pour travailler. Et donc du coup, en fait, avec ce dataset, il y a quand même quelques challenges qui s'accompagnent. Le premier, c'est que le dataset qu'on avait était pas très équilibré. Si vous regardez le graphe qui est juste là, vous allez constater qu'il y a quand même beaucoup d'influenceurs qui se retrouvent dans les mêmes catégories. Donc en fait, il y en a quand même beaucoup qui sont en lifestyle, beaucoup qui sont en fashion, beaucoup qui sont en cosmétique, beaucoup moins qui sont en pet. Ensuite, le deuxième challenge auquel on devait faire face, c'est que les intérêts que l'on a sont en fait des intérêts par influenceur et pas des intérêts par poste. Donc en fait, si on prend les mauvais posts ou des posts qui ne sont pas représentatifs de l'influenceur, on va rajouter un biais dans notre modèle parce qu'on du coup, on va lui dire bah, cette personne qui vous fait un post sur les chats, en fait, il n'aime pas les chats. Il aime le lifestyle, la cosmétique et la fashion. Donc du coup, c'est un biais qui va du coup rendre l'entraînement du modèle un peu plus compliqué. Et le dernier point, c'est que les intérêts sont auto-déclarés par les influenceurs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vérification de si un influenceur food est vraiment un influenceur food sur ses posts. Parce que quand la manière dont un influenceur se labelle, c'est quand il arrive sur la plateforme de Woo, il va donc du coup dire bah, moi je suis un Instagrammeur cosmétique, culture et family, mais à partir de demain, je fais que des posts sur les chats. Donc encore une fois, on va lui donner plein de posts sur les chats pour prédire fashion, cosmétique et family. Donc vous voyez, il y a un petit problème. Mais bon, c'est des challenges, on est preneur de challenges, donc du coup, on les a pris et on s'y est attelé. Et on a construit une baseline. Donc une baseline, c'est juste un modèle un peu naïf qui, en fonction de votre dataset, va vous sortir une prédiction un peu justement naïve de ce qui va se passer. Donc en analysant en fait ces intérêts et la répartition d'intérêts par influenceur, on se rend compte qu'il y a en général 3 intérêts par influenceur. Donc on s'est dit on va prendre les 3 intérêts les plus probables. Et de ces 3 intérêts les plus probables, on va les prédire à chaque fois. Donc ensuite, on a une métrique, le F1 score, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui va nous permettre de justement voir si les modèles qu'on entraîne sont plus performants ou moins performants que ce modèle naïf. Et donc voilà, notre modèle. Donc il fait exactement ce que je vous ai dit, il va aller prendre les posts, et dans les posts, il va aller plus particulièrement prendre les labels, il va aller prendre la description de la photo et les hashtags. De ça, il va faire ce qu'on appelle de la tokenisation, donc c'est-à-dire qu'il va virer tous les mots qui servent à rien pour comprendre comment le texte, pour définir le post, et garder que les posts importants, girl, summer, semaine, rêver, sur les posts qu'on a choisis. Et ensuite, il va faire de l'embedding, donc c'est ce qu'a décrit Cyrielle il y a peu, avec une technique fast text. Et en fait, embedding, ça veut juste dire votre ordinateur ne comprend pas quand on lui passe girl, il comprend que quand on lui passe des 0, des 1 et plein de chiffres entre 0 et 1. Et d'autres aussi, bref. Et en fait, on va les transformer en vecteurs pour pouvoir les donner au réseau de neurones. Et lui, il fait son truc. Donc, il va les mouliner. Et à la fin, le but du jeu, c'est de sortir 7 labels et les 7 labels qui sont là. Donc, au niveau de la performance du modèle, on voit qu'on fait mieux que la baseline. Donc, déjà, on était très content de faire mieux que la baseline parce que ce n'était pas évident. On a fait un processing un peu bizarre. Essayer d'aller traiter des émoticônes pour un ordinateur aussi, c'est aussi marrant. Bref, je passe, mais on arrive presque à doubler la baseline. Mais ce serait un peu vous mentir que de vous dire que ça marche très bien. Et sinon, j'arrêterai la présentation ici. Et en fait, on se rend compte que le modèle qu'on a entraîné va très très bien prédire les classes majoritaires, mais quasiment pas prédire les classes minoritaires. Donc on s'est dit, ok, maintenant qu'on a ce pour nous, et que le problème qu'on a est le problème qu'on a, est-ce qu'on ne pourrait pas le reposer et se dire que, en fait, savoir qu'un influenceur est lifestyle, on s'en fout un peu.
savoir qu'il y ait lifestyle, cosmétique et fashion, ça nous intéresse plus, parce que du coup, ça permet de décrire des profils types d'influenceurs. Donc ce qu'on a fait, c'est du clustering. Du clustering, en gros, c'est se dire qu'on va essayer de regrouper les influenceurs par intérêt commun et créer en gros des familles d'influenceurs. Et c'est ce que vous voyez sur le GIF juste là. On arrive à voir assez bien qu'on arrive à classer en fait tous les influenceurs qu'on a dans la base en 6 grandes familles qui sont en fait food, environnement, family, une petite variante food, cosmétique, fashion. Ensuite, on a cosmétique, sport, family, fashion. Et donc du coup, on arrive vraiment, et c'est assez probant, à séparer tous ces influenceurs en 6 familles assez claires. Et la chose qui est vraiment intéressante en fait, avec cette approche, c'est de passer d'un problème de classification multilabel à un problème de classification multiclasse, qui est beaucoup plus simple à traiter. Parce que dans une classification multilabel, on peut appartenir à plusieurs labels différents. Classification multiclasse, au contraire, on peut appartenir qu'à une classe. Donc du coup, c'est vachement plus simple de se dire, toi, tu es dans cette classe, tu peux être rien d'autre du tout. Et donc du coup, meilleure performance. Donc c'était plutôt cool. Et donc du coup, c'est une autre métrique parce que c'est pas exactement le même problème. Ce qu'on essayait de prédire en gris, la baseline, c'est en gros dire qu'on est toujours dans la classe majoritaire. Ça marche pas très bien, mais ça existe quand même. Et notre modèle à nous, donc exactement le même modèle qu'avant, mais avec une structure un peu différente à la fin, on arrive à prédire dans 60% du temps que l'influenceur est dans la bonne catégorie. Donc nous, on était ravis. Hein. C'était il y a 2 jours, donc du coup, on n'a presque pas eu de résultats à vous présenter ce soir, donc c'était un peu compliqué. Mais si on est tout à fait honnête, la question qui avait été posée par vous était clairement pas celle-là. Parce que, en fait, ce qui est intéressant quand on arrive à déterminer les intérêts des influenceurs, c'est qu'on peut aussi déterminer les intérêts des influencés, donc du coup des followers de ces influenceurs. Et c'est des informations qui sont vachement plus utiles pour les marques, parce que du coup, ils arrivent à avoir des informations beaucoup plus qualitatives sur la cible qu'ils vont avoir en face d'eux. Donc du coup, on s'est dit, OK, on a un truc qui marche, on voit que l'approche avec l'intérêt semble marcher aussi, mais on a quand même en fait ce problème d'intérêt autodéclaré, dans le sens où je peux être un Instagrammeur lifestyle et fashion, mais faire que des photos de chiens. Et donc du coup, on s'est dit, plutôt que faire confiance aux influenceurs, on va essayer de retrouver par nous-mêmes des intérêts qui permettraient de mieux les définir. Et donc c'est un peu notre ouverture. La limitation, celle que je viens de vous dire du coup, et notre next move, c'était du coup d'aller voir poste par poste, essayer de les analyser et essayer d'extraire un topic ou un topic moyen par poste, et ensuite de mettre tous ces postes dans un espace et essayer de se dire, du coup, même approche que pour les types d'influenceurs, on essaie de les catégoriser dans une famille. Maintenant, on va essayer de catégoriser tous les postes dans des topics. Et ce que vous voyez, si ça arrête ça arrêtera pas de bouger, je suis con, mais en gros, c'est que vous avez des clusters un peu partout, et les clusters, en gros, c'est des topics. Et c'est vraiment les intérêts moyens associés au poste. Et donc, du coup, ce serait en soi les intérêts optimaux pour essayer de ranger nos influenceurs ensuite, par la suite. Donc, on s'est arrêté là. On n'a pas envie de s'arrêter là. Donc, en fait, les prochaines étapes seraient évidemment de creuser dans cette direction et d'essayer de reprendre, déjà d'identifier ces clusters, parce que ça, c'est ce matin. Donc, les influenceurs, on voit ces amas, mais on ne sait pas trop à quoi ça correspond pour le moment, donc on va continuer à chercher. Et ensuite, essayer de se remettre sur la tâche qui avait été donnée initialement et de faire une classification par intérêt, pourquoi pas rajouter les images, etc. Donc voilà, on en était là à la fin du projet, donc ce matin. Et voilà, c'est déjà la fin de ces 9 semaines de travail. Ils ont été super forts, je pense que vous allez être d'accord avec moi. Merci de nous avoir offert ces superbes démos. Je vous propose de leur faire un tonnerre d'applaudissements, de les applaudir une nouvelle fois. Bravo.
Bravo, un très très grand bravo pour tout ce travail que vous avez donné tout au long de ces 9 semaines. L'équipe est très très fière de vous et de ce que vous avez accompli et présenté ce soir. Vous l'avez fait, bravo. Je vais appeler toute la classe à venir me rejoindre. On va faire une petite photo de fin tous ensemble. Et on va aussi applaudir et remercier tous les profs et les profs assistants qui les ont aidés pendant ces 9 semaines. Kevin, Bruno, Gaëtan, Alexandre, Christophe, Corentin, Guillaume, Curtien, Mathieu, Simona, Vincent, Wassim, Yanis, Aurélien, Clémence, Gwenaël, Laurent, Magali, Magloire, Martin, Philippe, Sacha, Sébastien, Valentin, Yacine et Johan. Bravo à toutes et à tous. On a été vraiment très heureux de vous avoir avec nous pendant 9 semaines. Et j'espère que ça vous a plu chez vous et on se dit à très bientôt.